Merci d'avoir choisi Web Télévision et les Renouveaux. Nous sommes dans Géopolitique, l'émission, le premier numéro sur Web Télévision. Bienvenue si vous venez de nous suivre. Ici au plateau, nous allons devoir revenir, décrypter et analyser le discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Ici au plateau, nous allons devoir revenir en ce qui concerne le départ accéléré de la MONUSCO, ce qu'a proposé M. Félix Tshisekedi. Il a insisté qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23, mais également, il a dit qu'il y aura les élections dans les délais constitutionnels. Et ici au plateau, nous sommes avec des journalistes experts pour devoir nous aider à comprendre, analyser le discours du chef de l'État. Nous commençons avec Son Janvier Zialuroy, qui est rédacteur en chef du journal Émergence. Mais également, nous sommes avec Arcadius Samuel. Il est rédacteur en chef également chez Rao FM. Nous sommes avec Jacques Kibouika, qui est directeur du groupe de presse La Priorité, mais également Fankaki, qui est journaliste chez Tazama RDC, mais également à Congo Profo. Voilà, merci, bienvenue à tous, bienvenue. Merci. Voilà, sans plus tarder, nous y allons tout droit, les discours du chef de l'État. Fankaki, quelle est l'analyse globale que vous faites en 2 minutes, bien sûr, en ce qui concerne le discours de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies? Depuis ma bord, c'est un discours d'aveu. Un discours d'aveu, des aveux d'échec, surtout sur le plan diplomatique. Les aveux d'un monsieur qui n'avait pas compris au départ dans quoi il était en train de mener. Un discours de rachat aussi. Il veut se racheter auprès du peuple congolais avec les élections qui arrivent. Bref, c'est un discours qui veut faire des populistes d'une manière ou d'une autre, alors qu'on commence à se passer. On aura le temps d'entrer dans le titre et on aura pu détailler les éléments. C'est un discours où il essaie un peu de donner finalement la position de la population de manière globale, de manière générale, mais avec retard. Ce n'est pas seulement à 3 mois, à quelques jours de la fin de son mandat, qu'il faut maintenant se rallier à la population. Et c'est aussi un discours où il essaie un peu de poser des jalons pour son deuxième mandat qui est en train de faire le avec les élections en Afrique qui s'organisent où on ne sait pas comment faire pour conserver les pouvoirs. Mais c'est aussi un discours qui peut-être, d'une manière ou d'une autre, peut ne pas lui faciliter le deuxième mandat. Si on se projette dans l'avenir, ce sera un peu difficile pour nous avec les institutions de vote anonyme, surtout avec les voisins directs que nous avons en pays, la RDC. C'est donc un discours qui laisse planer beaucoup de doutes et qui attire un peu une sympathie populaire de la population, mais ça reste un discours. La diplomatie, c'est pas un discours. Ce sont des actions. Ce sont des actions diplomatiques pour bien préciser. Parce que quand on parle d'action dans ces pays, je pense qu'il faut construire des portes de haut, alors qu'en réalisation diplomatique, c'est plus grand que ça. D'accord. Monsieur Saint-Janvier, quelle analyse vous faites? Le chef de l'État a demandé qu'il y ait départ accéléré de la MONUSCO. C'était prévu en décembre 2024. Et le Tshisekedi a demandé à ce que les Nations Unies puissent s'accélérer afin que la MONUSCO puisse se retirer de la RDC dès décembre 2023. Il a aussi insisté qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23 soutenu par le Rwanda, mais également, Tshisekedi a dit qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un président que je prends comme un bon parleur. Un bon parleur dans le sens qu'au moins la RDC, après Mobutu, a eu un président qui sait que lorsqu'il est devant d'autres personnes, il peut parler. Mais tout ce que je n'aime pas est que c'est un président qui pense que ce n'est pas lui qui est au pouvoir, parce qu'il ne fait que faire des dénonciations. Alors qu'un chef de l'État ne doit pas se comporter comme quelqu'un de la société civile, comme quelqu'un de l'opposition, qui est en train de dénoncer au lieu de passer aux actions. Lorsque le chef de l'État a parlé du départ accéléré de la MONUSCO, j'ai trouvé tout simplement que c'est peut-être lié aux événements que nous avons vécus à Goma.
des gens qui étaient en train de demander que la MONUSCO puisse partir. Nous sommes des journalistes et nous faisons des reportages, nous essayons de rencontrer la MONUSCO, nous essayons de rencontrer les peuples et nous sommes sans oublier que la MONUSCO était déjà en train de partir. C'est depuis 2 ans que la MONUSCO est en train de partir. La population de Goma et du Nord Kivu ne pourra pas me contredire. Actuellement, on ne voit plus assez de contingents de la MONUSCO passer. Parce que tout simplement, c'est un contingent qui était en train de partir. Comme l'a dit Franck, comment un chef de l'État qui sait déjà que la MONUSCO est en train de partir, parce que tout simplement, il a trouvé qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas assez de connaissances sur le départ de la MONUSCO, c'est dit aussi que c'est au niveau des Nations Unies qui peut dire nous demandons le départ de la MONUSCO, alors que lui-même est conscient que la MONUSCO est déjà en train de partir et depuis très longtemps. Vous voyez, la MONUSCO ne peut pas partir par coup de baguette magique. On voit tout le monde partir au même moment. Chaque mission des Nations Unies part progressivement et c'est connu. Il n'appartiendrait plus au chef de l'État de venir vouloir faire croire à la communauté nationale, parce qu'au niveau international, on sait déjà que la MONUSCO est en train de partir. Il voulait justement donner une connaissance flouée à la communauté nationale qui lui aussi aimait les vœux de voir la MONUSCO partir alors qu'il savait que la MONUSCO était en train de partir. D'accord. Vous avez parlé de la non-négociation avec le M23. Est-ce que depuis qu'il existe, il a déjà trouver des gens qui demandent qu'ils puissent négocier avec le M23. Personne ne demande qu'il y ait négociation avec le M23. Mais les mouvements... Au moins, il avait dénoncé que le M23, c'était les supplétifs du Rwanda. Au moins ça, j'apprécie de ce qu'il avait dit. Parce que nous tous, depuis très longtemps, on aimerait avoir quelqu'un qui pourrait aussi dire si haut que le M23, c'est les supplétifs du Rwanda. Et il l'a dit. Mais nous allons négocier avec le M23 ou négocier avec le Rwanda. Il allait aussi dire que nous n'allons pas négocier avec le Rwanda parce qu'il a dénoncé que le M23, c'est les supplétifs du Rwanda. Et nous ne pensons pas que nous serions d'accord que chaque fois le chef de l'État, bien que je loue ce courage qu'il a actuellement de parler au nom de la nation, qui continue toujours à se comporter, comme je l'ai dit, comme quelqu'un de la société civile, comme quelqu'un de l'opposition, alors que c'est lui qui est en train de dire. On prend un peu l'analyse de Arcadius. Quelle analyse vous faites, Arcadius? Merci beaucoup. Je suis en train de me poser plusieurs questions lorsque je reviens plus à ce que le président a dit sur les départs de la MONUSCO. Pourquoi demander l'accélération du départ de la MONUSCO à la fin de cette année, sachant bien que nous avons des élections qui pointent à l'horizon. Et ces élections, connaissant la grandeur du pays et aussi la situation dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que nous avons une logistique qui est capable d'acheminer les matériels à temps et comme voulu? Est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce qu'on n'est pas en train de se jouer, de se moquer de la population? Quelque part, on se rallie à la position de la population qui veut que la MONUSCO parte, parce que c'est ça dans le chef de la population. Mais en coulisses, vous savez très bien que vous avez besoin d'eux. Aujourd'hui, nous avons même le problème avec des avions au pays. Il y a, si je ne me trompe, un seul avion qui fait les tours de la RDC d'une seule compagnie, et en plus privée. C'est pas une compagnie nationale. Et on nous dit que les élections vont aller au temps voulu, ça sera organisé. Mais je me pose la question, cette MONUSCO qui use de ses aéronefs, de ses hélicoptères, de sa logistique en tout pour nous aider, mais on dit qu'elle doit partir. Mais quand même, comme Saint-Janvier là allait dire, nous sommes des journalistes et nous parlons aussi avec les gens de la MONUSCO et la population. Dernièrement, j'ai parlé avec certaines personnes de la MONUSCO. Ils disent, mais pourquoi le chef de l'État est en train de faire ça? Il sait très bien que le gouvernement congolais a déjà parlé avec la MONUSCO. Et ils savent c'est quoi la position. Que ce soit la position des Nations Unies, j'ai dit la MONUSCO, et que ce soit la position du gouvernement.
paraît-il, il y a déjà un compromis. Mais pourquoi est-ce que le président de la République, lorsqu'il veut faire des discours, il veut être du côté du peuple, c'est que le peuple veut? Est-ce que c'est pas la poudre aux yeux? Question mark. C'est le président seul qui sait ce qu'il est en train de cacher derrière tout ça. Et on a suivi même le débat au Conseil de sécurité. Vous avez vu comment la situation était figée. Vous verrez pour la Grande-Bretagne, on vous dit non. C'est que nous sommes en train de voir si on quittait directement Manu militaire comme ça s'est fait en Afrique de l'Ouest, il y aura problème. Et c'est vrai, il y aura problème. Nous sommes à l'est du pays. Peut-être les gens qui sont à l'ouest ne savent pas tout ce que la MONUSCO fait, bien qu'on ne voit pas, mais peut-être la MONUSCO partir en catimini, ça sera un problème pour la population. Mais allant directement à l'autre sujet pour la non-négociation avec le M23, moi je loue plus cette position du gouvernement. Il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté. Ça fait longtemps que nous avons vu le Rwanda, comme le gouvernement l'a dit, créer des groupes armés, soutenir des groupes armés à l'est de la RDC. Et puis par la suite, on leur donne. Ils ont eu tout. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'armée, ils ont eu tout. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est pas un guille sous roche? On veut juste nous montrer, bon, si aujourd'hui on peut dire, c'est quoi ces gens-là du M23 sont en train de demander pour la RDC. Est-ce qu'on connaît vraiment? C'est pourquoi moi je loue cette position du gouvernement, bien que nous savons tous que c'est une façon aussi de faire la campagne. Mais il faut de la fermeté quelque part. Mais que cette fermeté ne soit pas seulement sur le Rwanda, mais aussi du côté de l'Ouganda. La population au niveau de Rutshuru qui en pâtit, aide le M23. Mais pourquoi le gouvernement congolais est en train de voir son seul ennemi dans le Rwanda, mais ne veut pas épingler l'Ouganda? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache? Est-ce qu'on ne veut, le gouvernement ne veut pas se mettre deux ennemis à dos? Prochaine marque. Voilà, nous allons devoir revenir sur vous. Jacques Ibouka, il y a les pays membres du Conseil de sécurité qui ont eu à prendre acte du retrait accéléré de la MONUSCO, mais ce pays reste, le Conseil de sécurité reste prudent. Quelle est l'analyse que vous faites? Merci beaucoup. Je fais d'abord l'analyse générale du discours, peut-être avant de répondre à vos questions d'une manière particulière. Les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, je peux les définir en trois manières. Donc, c'est un discours d'abord politique, c'est un discours diplomatique, et un discours panafricain, entre guillemets, parce qu'il a parlé de la situation au Maroc, même s'il a oublié la situation de Goma. Quand il y a eu carnage ici, il n'a pas fait allusion. Mais au moins, il a parlé quand même du Maroc. On trouve que son discours avait aussi un aspect panafricain. Discours politique, pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il a dit, par exemple, rappeler qu'il y aura élection en décembre, c'est pas son rôle. Et il y a toute une institution qui est chargée de ça et il y a un calendrier. Mais donc, tous nous savons qu'il y aura élection. Tous nous savons qu'il y aura élection en décembre. Et c'est le souhait de tout le monde. Et c'est ça le calendrier mis en place. Ce que nous attendons, c'est les moyens d'accompagnement pour qu'il y ait réellement élection en décembre. Là, je vais un peu m'appuyer sur ce qu'a dit notre confrère Arcadius. Nous n'avons pas de moyens logistiques aujourd'hui. Par exemple, comment on va acheminer le matériel pour qu'il y ait élection dans 3 mois? Ce sont des questions de base, des questions de fond. Moi, je pense que le chef de l'État, au lieu de dire qu'il y aura élection en décembre, il pouvait peut-être rassurer à l'Assemblée générale des Nations Unies que tout est mis en place. Donc, nous avons déjà des avions, nous avons des moyens logistiques conséquents pour organiser ces élections le 20 décembre 2023. Parlons un peu du retrait de la MONUSCO. Retrait accéléré. Retrait accéléré, s'il faut le dire. Moi, je pense, la population doit savoir, parce que l'émission doit avoir aussi un acte pédagogique. La MONUSCO, c'est quoi? La MONUSCO, c'est une mission des Nations Unies. Et il y a eu un contrat pour qu'il y ait la venue de la MONUSCO en RDC. C'était sur demande de quel gouvernement? Du gouvernement congolais. Donc, il y a eu un contrat entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Et les Nations Unies ont mandaté une équipe qu'on appelle maintenant la MONUSCO. À l'époque, c'était la MONUC. C'est une mission des Nations Unies. Donc là, on est en train de comprendre. Si vous analysez les discours du chef de l'État, c'est comme si
La MONUSCO est à part, les Nations Unies sont à part et la RDC à part. Pourtant, la MONUSCO, ce sont les Nations Unies. Alors, on a signé un contrat Saint-Janvier et moi. Et dans le contrat, il y a des clauses. Pourquoi aller maintenant à l'Assemblée générale et dire que je veux que vous puissiez partir au lieu de négocier ou bien de traiter ces contrats selon les clauses préalablement établies? Donc, moi, je pense, dans le discours du chef de l'État par rapport au retrait de la MONUSCO, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles parce qu'il y a un plan de retrait qui est déjà là. C'était planifié. Les plans existaient déjà et ce peut-être avec le mouvement de la population de juillet, juillet 2022. Non, juillet 2022, je crois. Oui. Il y a eu des morts il y a eu des morts ici. Moi, je pense que c'est à partir de ça que le gouvernement maintenant s'est réveillé et comprendre que la population est au courant du retrait de la MONUSCO, mais c'est maintenant au gouvernement d'accélérer ce retrait, comme il est dit, mais en respectant les clauses entre les gouvernements et les Nations Unies. Mais pour l'instant, par rapport aux conditions logistiques, je suis d'accord avec Samuel qui a dit qu'il est carrément impossible d'acheminer nos matériels sans l'appui de la MONUSCO. Parlons un peu de M23. Pas de dialogue avec le gouvernement. Pas de dialogue avec le M23. Là, je parle encore d'un discours politique. C'est bon. Nous soutenons ce point de vue. Pas de dialogue. Et nous savons que la RDC, depuis un temps, a pris cette décision de ne pas dialoguer. Mais en même temps, la population de Ghana est en train de dire que l'Ouganda a annexé une partie de la RDC. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'information aujourd'hui. Moi, je pense que le gouvernement a tous les leviers pour vérifier cette information, cette déclaration de la population et de la société civile. Alors, on ne peut pas négocier avec les rebelles. Dans notre temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'il y ait une solution? Parce qu'aujourd'hui, ça fait une année et demie. Une année et demie, une grande partie, je peux dire, 40 ou 50% de la province de Nord Kivu est entre les mains des rebelles. Il y a une partie de Nyiragongo, il y a Rutshuru, il y a Masisi. Entre les mains des rebelles. Mais dans notre temps, on ne peut pas négocier. Ok, on ne peut pas négocier. Est-ce qu'on sacrifie la population? C'est là où il y a maintenant la question. Je vais revenir vers vous. Franck, qu'est-ce qui donne plus de confiance au président de la République pour qu'il puisse dire aux yeux du monde qu'il n'y aura pas de dialogue avec les M23? Mais c'est un discours qu'il a toujours prononcé quand il veut et pendant ce temps, on rappelle qu'il y a eu des urgences des M23, les M23 ont réoccupé. Bien sûr, ils sont en train d'occuper les positions. Avec risque même d'affrontement. C'est un discours qu'il a toujours eu à prononcer quand il veut devant qui veut l'entendre. Ça veut dire, lui qui se prononce, il a tenu ça comme discours, mais dans notre réponse, c'est pas sa politique étrangère. Vous m'expliquez ce qu'il a comme politique étrangère? Non. Est-ce qu'il est allié à un État puissant du monde? A-t-il des alliés au niveau international? Non. Il nous a sorti une série de voyages ici chez Charles on en a vu combien? Mais il venait de décrocher quand même un accompagnement, je ne sais pas, de l'Arabie Saoudite, d'Israël, mais seulement il a obtenu des sanctions américaines contre le Rwanda. Ce ne sont que des promesses. Les sanctions contre le Rwanda ne viennent pas du publicité, ce sont des actions de Human Rights Watch. Il faut toujours entrer dans les histoires. Il faut suivre le cours de cette affaire comme elle a été déroulée. Ce sont des ONG qui ont fait des rapports et qui ont amené les États américains ou encore les États-Unis à prendre des sanctions contre soi. Mais ce n'est pas le gouvernement congolais. Ce n'est pas le gouvernement congolais. Je suis en train de dire qu'on est maintenant en face d'une situation où on a apparemment les dirigeants qui ne comprennent pas dans quoi ils sont. Je vais vous donner une histoire simple. Aujourd'hui, si on vous demandait de trouver 5 pays alliés à la RDC, les alliés, vous ne les trouverez pas. Vous êtes d'accord, c'est gentil? Vous allez trouver plutôt des gens qui promettent des choses à la RDC et des promesses non réalisées. Et pourquoi d'ailleurs? Jusque-là, on a des promesses non réalisées. On a eu la France, on avait promis une école supérieure des officiers dans ce pays. On n'a jamais vu même une pierre posée. On a eu la promesse des Quand même, la France a soutenu l'idée de la RDC d'accélérer le départ de la MONUSCO au Conseil. Ça veut dire quand vous allez sur la scène politique internationale, il faut avoir votre ligne. Savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez,
et savoir identifier les acteurs qui peuvent vous amener à avoir ce que vous voulez. Mais quand vous y amenez un peu comme une bulle où vous couchez avec qui veut et qui a ce qu'il a, tout le monde va vous faire des promesses et tout le monde va faire ce qu'il veut avec vous et à fin de compte, vous n'aurez rien. C'est ce qu'on a en train de vivre 5 ans déjà, on n'a rien en RDC. La sécurité elle est chaotique. Si vous allez dans la partie ouest, vous allez trouver d'autres conflits avec les bombes et tout. Et si vous allez à Kinshasa, la sécurité urbaine, c'est devenu une denrée de chaque jour. Vous venez à l'Est, c'est encore pire. Donc, même tout ce qu'on pensait qu'on va, sur tout le plan, on pensait qu'on va trouver des solutions, mais on n'a pas eu des solutions, juste parce qu'on n'a pas eu à définir notre politique étrangère. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons d'abord travailler sur la sécurité? Est-ce que nous voulons d'abord travailler sur l'économie nationale? Est-ce que nous voulons travailler d'abord sur des bonnes relations avec les États? On nous a présenté. C'est depuis que, en fait, c'est la première fois que moi, depuis que je suis sur cette terre, que j'ai vu que le président rwandais à Kinshasa être applaudi. Encore où? Au stade de Martyr. Il faut comprendre, quelqu'un qu'on amène, on vous le présente comme votre ami. Et depuis demain, vous commencez à créer que c'est lui qui vous fait le mal. Alors que c'est vous-même qui l'avez amené ici. Et pour couvrir tout ça, on va amener certaines personnes à prison. On va dire qu'ils étaient en connivence avec les Rwandais. Mais qui est le premier à être en connivence avec les Rwandais si ce n'est pas le président lui-même? Nous allons finir. Prenons l'avis de Saint-Janvier. Saint-Janvier, les voyages du chef de l'État sont des voyages diplomatiques. Vous ne croyez pas que ça paie? Vous n'êtes pas d'avis avec Franck? Voyage diplomatique. Nous avons un président que tout le monde commence à appeler président Monsieur Promesse. Il ne fait que promettre, promettre et promettre. Mais quels sont les concrets de ces promesses? Quelles sont les réalisations? Que le pays ne va pas vivre uniquement des promesses. Je vais dans tel coin, je vais vous ramener telle chose. Je vais voir tel président qui sera mon allié. Je vais tel part, on va former les militaires. Et les militaires qu'on a formés, on a vu la force spéciale arriver ici. Qu'est-ce que cette force spéciale a fait de la population de Goma? Même si pour moi, c'est une façon de mettre en garde peut-être les... Même si pour moi, je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec tout ce que j'ai suivi. Je sais que le pasteur là, le pasteur entre guillemets, était en train de dire, je n'étais pas vraiment d'accord. Mais ce n'est pas comme ça que cette force spéciale devrait traiter la population. Jacques a dit, Rutshuru, tout Rutshuru actuellement, occupé par les rebelles. Les rebelles sont en train de se renforcer du jour au jour. Et le chef de l'État va au Conseil de sécurité des Nations Unies ou devant d'autres États, si on peut parler de la diplomatie, pour commencer à dénoncer qu'est-ce qu'il fait de ces militaires formés. Qu'est-ce qu'il fait de cette communauté de Rutshuru qui jusqu'à maintenant ne sait pas à quel sens c'est voué. C'est compliqué. Donc le chef de l'État, avec tous ces voyages, si c'était vraiment des voyages diplomatiques, nous devrions avoir des effets. Une diplomatie agissante. Mais la diplomatie agissante, est-ce qu'on la voit? C'est une diplomatie des paroles. C'est juste des voyages en voyage. Mais au finish, rien de concret n'est visible. Et comment est-ce que nous allons continuer à qualifier ces voyages des voyages diplomatiques? Je pense, comme nous allons parler de la question d'élection, le chef de l'État a fait juste des déclarations pour s'amener des populations derrière lui. Ce n'était que du populisme pur et simple pour que la communauté nationale, je le répète, puisse savoir qu'elle a un président qui se soucie de ses problèmes, mais les soucis restent dans la tête, mais sur le terrain, rien n'est fait. Nous allons revenir vers vous. Une question à Kadius. Il n'y a pas longtemps, l'armée a fait un communiqué qui a eu, d'ailleurs, c'était le ministère des Affaires étrangères, qui a eu à faire un communiqué comme quoi les camps de Mangabou, il y a le Rwanda qui a délaissé son hélicoptère à Mangabou où les M23 devaient être cantonnés, alors que Tshisekedi continue à camper sur sa position, il n'y aura pas de dialogue avec les M23. Qu'est-ce que vous pensez? Quelquefois, il faut qu'on respecte la population. Quelquefois, il faut respecter la population. Et lorsque moi je suis en train de voir ça, je suis en train de diviser la RDC en deux. Souvent, les gens qui sont du côté ouest, ils ne savent pas peut-être la situation que les gens qui sont à l'est traversent.
La réalité est tout autre par rapport à ce qu'on peut rencontrer au cœur de la journée sur les médias pro-gouvernementaux. On vous a lâché la parole, vous pouvez rappeler, il y a peu, on a eu un ministre national, un premier ministre qui est arrivé à Goma. Il arrive aussi, il rentre à Kinshasa, il dit qu'on a tué les Rwandais à Goma. Et quand le même ministre rentre à Goma pour enterrer les Rwandais tués à Goma. Vous comprenez, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque je suis en train d'analyser cette situation, je vois la RDC comme la part qu'on coupe en deux. Il y a le côté ouest et le côté est. C'est comme si l'ouest est dans un sommeil profond. Et c'est comme si les gens de l'est sont en train de se mourir. Mais ils sont en train de crier à l'aide et il n'y a personne qui est en train de voir. Donc il y a une banalisation liée à la réflexion. Donc, les gens sont en train de crier. Et puis les gens qui voient la personne en train d'être noyée, ils disent non, venez aider, venez aider. Ils oublient que eux sont les premiers à porter main forte à la personne qui veut se noyer avant de crier au secours. C'est ce que nous sommes en train de voir là, en RDC actuellement. Pour ne pas seulement se focaliser à la personne du président, je suis en train plutôt de voir aussi son équipe. Est-ce que le président, le nôtre, est-ce qu'il est bien entouré? Que ce soit ses conseillers, que ce soit ses ministres. Est-ce que l'équipe est